premier métier, c'était journaliste, un métier que j'ai exercé très jeune et pendant plusieurs années. J'étais spécialisée un peu par hasard, mais est-ce que c'était vraiment un hasard? J'étais donc spécialisée en santé et sur les questions de handicap et notamment les troubles des apprentissages. Comment on apprend? C'est une question qui m'a toujours fascinée, qui me fascine depuis longtemps. Et une autre question qui en découle, est-ce qu'on est tous intelligents? Alors, en fait, mon parcours, il y a eu une année importante, c'est l'année 2004. En 2004, j'ai sorti plusieurs ouvrages spécialisés sur l'autisme, sur les relations parents-bébés, sur les psychoses chez l'enfant et sur les troubles du langage et des apprentissages. Et en 2004, je suis devenue maman pour la première fois. Et vous verrez que ça a un lien important. Un an après, c'était la loi 2005, une loi très importante puisque c'est la loi sur le handicap qui a changé la vie de pas mal de parents d'enfants avec handicap et qui a permis, je ne le savais pas encore, mais à mon petit garçon eh bien, d'aller à l'école ordinaire avec d'autres enfants, malgré le fait qu'il soit multidis. Pour faire face aux difficultés de mon fils, j'ai eu un réflexe de journaliste, j'ai absolument tout lu sur la question, sur les troubles 10. J'étais déjà spécialisée, je me suis battue pour avoir un diagnostic et puis peu à peu, finalement, je me suis formée à nouveau. Je me suis formée en psychologie cognitive, j'ai passé un master spécialisé dans le multimédia, notamment sur les sciences cognitives en lien avec le multimédia. Et le but, c'était de créer des ressources numériques adaptées à des enfants qui avaient ce type de troubles. Et quant à moi, eh bien, je suis directrice d'une association, Cognitis, qui fait de la production de ressources adaptées, aussi avec d'autres entreprises comme Tralalaire, par exemple, qui est un producteur très intéressant de ressources numériques pédagogiques. Et également, je suis enseignante en collège, en Ulysse Collège. Donc, c'est des dispositifs un peu spécifiques pour les enfants, pour les collégiens, qui ont des troubles 10 ou d'autres troubles comme l'autisme, par exemple. Donc, voilà ce que je fais actuellement. Oui, alors le numérique peut énormément de choses. Juste par rapport à mon parcours personnel, alors que je me battais pour avoir un diagnostic, pour comprendre pourquoi mon fils avait du mal à apprendre à lire, mais aussi à écrire, mais aussi à compter, j'ai fait la rencontre avec une neuropsychologue assez hors du commun et qui m'a dit, bah, écoutez, achetez-lui un ordinateur et puis vous êtes journaliste, apprenez-lui. Alors, le conseil pouvait avoir l'air un petit peu étrange comme ça, mais c'était le bon conseil. C'est-à-dire que le numérique est un moyen idéal de compensation d'un handicap. Alors, pour donner un exemple précis, si on prend un enfant très dyslexique, donc il y a des difficultés à apprendre à lire, eh bien, à déchiffrer. Eh bien, ce qui va se passer par rapport à ses petits camarades, c'est qu'il y a un écart énorme qui va se creuser. C'est-à-dire que les enfants, à 6 ans, ils commencent à apprendre à déchiffrer, et puis progressivement, ils deviennent lecteurs, c'est-à-dire qu'ils commencent à lire de petits romans, de petits textes, à comprendre des textes, à entrer dans des différents univers, et ainsi, ils élargissent considérablement leur lexique et leur vocabulaire. L'enfant dyslexique, s'il a du mal à déchiffrer, s'il ne devient pas ce lecteur plus ou moins expert, s'il bute sur chaque syllabe, eh bien, il ne lit pas. Et comme il ne lit pas, eh bien, il ne devient pas lecteur. Et comme il ne devient pas lecteur, son vocabulaire s'appauvrit, ou du moins s'il ne s'appauvrit pas, il ne s'enrichit pas, et l'écart se creuse avec ses camarades. Or, vous avez par exemple Gallimard, qui depuis des années a lancé, Gallimard Jeunesse, qui a lancé une collection jeunesse qui s'appelle Écoutez lire. Alors, c'est quoi Écoutez lire? Eh bien, ce sont des textes, des livres qui sont lus par des auteurs, par des comédiens, par des professionnels, et donc on peut écouter.
Voilà, mais c'est un texte littéraire. Or, ce qui est intéressant, c'est que les sciences cognitives nous apprennent que finalement, lire un livre ou écouter un livre, c'est à peu près la même chose. Du moins, c'est le même avantage cognitif. Il se passe à peu près la même chose, c'est-à-dire que l'enfant va rentrer dans l'univers du texte écrit, il va enrichir son vocabulaire et les mécanismes de compréhension qu'il va mettre en œuvre sont les mêmes que s'il avait lu par lui-même le texte. Donc là, le numérique est un moyen de compensation énorme et très intéressant. Comment trouver de l'information? C'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Alors, je dirais de la façon la plus simple, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est donc les réseaux sociaux. C'est vrai que les meilleurs conseils, les applications les plus formidables que j'ai pu trouver m'ont été conseillées par d'autres parents, des parents experts. Et ces parents, on peut les retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, si je devais en citer un seul, il y a un forum de parents que j'aime beaucoup parce que ce ne sont pas seulement des parents, c'est aussi des enseignants. Et donc, c'est un dialogue très intéressant entre parents d'enfants avec handicap, différents handicaps. Alors, ça peut être des troubles 10, ça peut être d'autres handicaps, principalement des troubles 10, mais ça peut être de l'autisme aussi, et toutes sortes de handicaps qui ont des répercussions sur les apprentissages. Mais sur ce forum, il y a également des enseignants lambda et des enseignants spécialisés. Donc il y a un vrai dialogue qui se noue entre les parents et les enseignants pour essayer de trouver la meilleure application, le meilleur procédé pour aider les enfants à apprendre. Donc juste ce forum-là, on le trouve sur Facebook et ça s'appelle 10 comme trouble 10, DYS, discussion parents-professeurs, tout simplement. Et des forums de parents d'enfants handicapés, on en a beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est en général une source intéressante donc de plein de pépites, de trucs que les gens s'échangent régulièrement. Après, vous avez des sites plus officiels. Il y a tous les sites du ministère de l'Éducation et du SCOL, prime abord. Et le numérique a une grande place sur ces sites. Et puis, il y a un site qui fait de la veille depuis des années et qui est assez expert, sur lequel on trouve à peu près tout ce qu'on peut trouver sur le marché du logiciel, du numérique pédagogique. Pas seulement d'ailleurs, mais en tout cas, on trouve vraiment presque tout. C'est sur le site de l'APF, l'Association des paralysés de France, APF Lab, le hub, et eux, ils font de la veille permanente sur ces sujets-là. Et donc, on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, j'étais assez fière de voir qu'un site que j'ai développé avec le ministère avec des financements du ministère de l'Éducation, un site dont je suis fière, une ressource pédagogique pour les enfants dyscalculiques, est répertorié sur le site de l'APF, c'est dedis.fr. Et donc, c'est une application que j'ai développée qui s'adresse à des enfants dyscalculiques, mais pas seulement, des enfants qui entrent dans le calcul, qui découvrent le nombre, qui découvrent les tables de multiplication, les premiers calculs assez simples. Et donc, dedis.fr s'adresse à eux avec comme idée principale d'associer une représentation graphique sous forme de dés, de constellations, de points de constellation, au-dessus des nombres, au-dessus des chiffres, pour permettre à l'enfant d'avoir une meilleure compréhension du nombre, une meilleure intuition du nombre, et de développer cette intuition du nombre qui fait tellement défaut aux enfants qui vont avoir plus tard d'énormes difficultés en mathématiques, les enfants dyscalculiques. Donc voilà, donc cette ressource, elle est en ligne, il y a une synthèse vocale et il y a la possibilité pour tous les exercices également d'imprimer sous forme de PDF.